Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Twin Peaks. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Twin Peaks, un succès absolument massif auprès d'un public énorme, est une des rares séries qui a eu le plus d'influence sur le média télévisuel. Imposant pour la première fois un créateur de cinéma comme showrunner, David Lynch, Twin Peaks a fait évoluer le genre pour qu'il se rapproche du cinéma. Voilà. Eh bien, ça commence bien, tout ce que je viens de vous dire est faux, erroné, pas vrai, fake news. Mais ça paraît vrai, hein. Et pour cause, Twin Peaks fait partie d'une catégorie de séries extrêmement rare. Un club très privé dont on ne doit pas parler. Un club un peu secret, genre Fan Club. Vous savez, le SPV Club, le club des séries pas vues. Voilà, pas vues, mais dont on parle. Donc, à partir de là, c'est effectivement assez logique d'inventer un mythe autour de Twin Peaks si déjà on n'arrive pas à reconnaître que on l'a pas vu. Mais pourtant, je vous jure, le nombre de personnes qui vous diront « Ah, oui, mais c'est bien, mais c'est dommage quand même qu'on n'ait jamais su qu'il y avait tué Laura Palmer avant le film. » Non, ça a été révélé lors de la saison 2. Mais peu de gens ont vraiment vu Twin Peaks, ont vraiment vu cette saison. Peu de gens, quantitativement, comparé à des séries blockbusters, du genre Casa del Papel ou Game of Thrones. Infiniment moins. Et dans les années 90, carrément moins que moins. Dans le SPV Club, c'est secret, je vais quand même vous le dire, il y a aussi Mad Men, la série dont il était bon de parler sans avoir dépassé 2 épisodes. Eh oui, il y en a quelques-unes comme ça. Mais bon, je vire un peu caustique là, vous n'êtes pas là pour ça, mais pour connaître la véritable histoire de Twin Peaks qui, oui, est un coup de maître, un vrai chef-d'œuvre télévisuel, mais qui restait assez unique. Comprenez qu'à l'époque, cela est resté sans suite, n'a absolument pas influencé le reste de la production de télé, à la différence d'autres séries comme les Street Blues, les X-Files ou les Sopranos. Là, les innovations avant-gardistes, structurelles, visuelles et narratives de Twin Peaks ne se sont pas retrouvées tout de suite ailleurs. À peine la série Picket Fences, ou en français High Secret City, la ville du grand secret, a été accusée d'emprunter un peu de l'univers de Twin Peaks avec sa petite ville de Rome dans le Wisconsin, peuplée de gens truculents et bizarres. Les liens étaient quand même très éloignés, et la narration très différente, cela va sans dire. Murder One, la série criminelle de Steven Bochco, lancée quelques années plus tard, en 1995, était elle aussi une série dramatique à suivre avec une grande énigme centrale. Mais Steven Bochco disait aux téméraires journalistes qui osaient faire le rapprochement avec le format de la série de Frost et Lynch « Nous avons une histoire. » C'est sympa quand même. C'est bien plus tard que de nombreux créateurs ont avoué avoir été très influencés par Twin Peaks et que cela les a incités à tenter des séries plus ambitieuses, visuellement et narrativement. Mais quand je dis bien plus tard, c'est du genre 10, 15 années plus tard. Et sinon, pour l'ambiance que Twin Peaks a distillée pendant ces 2 saisons, il ne suffit pas d'être mystérieux et d'avoir une forêt aux alentours pour se réclamer de la filiation avec Twin Peaks. C'est Jean Sagols, le créateur des sagas de l'été, qui me disait que sa dernière née, Les cœurs brûlés, les yeux d'Hélène, avait un côté Twin Peaks. Parce qu'il y avait une histoire de jumeaux. Ouais. Ah oui, et puis, sinon, sur le réalisateur cinéma qui pour la première fois impose une série télé, là encore, c'est pas vrai. Ou alors, pour que ça le soit, il faudrait partir du principe que Alfred Hitchcock, Walt Disney par exemple, tous les deux ne sont pas des grands réalisateurs de cinéma dignes de ce nom, parce qu'ils ont bel et bien réalisé et produit pour la télé sans aucun complexe, tout comme Robert Altman avec Tanner ou Michael Mann, qui était le showrunner de Miami Vice. Je vais pas tous vous les citer, tous ceux qui ont tourné un épisode de Amazing Stories ou de La Twilight Zone, de William Friedkin à Martin Scorsese. La différence c'est que, après Twin Peaks, on a mis en avant les noms de Robert De Niro pour la série Tribeca, de Oliver Stone pour Wild Palms, de Francis Coppola pour First Wave, de Spielberg pour Urgence ou de Barry Levinson pour Homicide. Leur nom s'étale car, oui, auparavant, ils étaient plutôt cachés, voire même dissimulés sous un pseudo quand ils réalisaient un épisode de série. N'est-ce pas, monsieur Lynch ?
Bon, allez, passons. Enfin, dernière contre-vérité, David Lynch n'est pas le créateur de Twin Peaks. Il en est le co-créateur. Ah, c'est pas la même chose. C'était un duo. Un duo qui a veillé et supervisé les 3 saisons de la série avec, vous allez le comprendre, chacun des qualités, des apports, une créativité et des innovations bien spécifiques. Je sais même dire que c'est un assemblage de 2 talents qui a fait de Twin Peaks un véritable chef-d'œuvre télévisuel. Allez, on va maintenant partir sur la route de Twin Peaks. Diane, je suis en Californie, à Los Angeles. J'aurais adoré m'arrêter dans un de ces restaurants Marie Calendar, mais ils n'existent plus maintenant. Ils y faisaient des tartes absolument divines, au-delà de ce que notre monde peut imaginer. Je vais aller chercher un passager qui va m'accompagner dans mon périple. Il s'appelle Mark Frost. C'est une grosse tête de la télévision. Il a bossé sur cette série innovante que fut Hill Street Blues et qui entraîna tant de changements dans la perception que l'on a de la narration sérielle. Le mec est rompu à la rigueur d'une production télé cohérente et feuilletonnante. Ah ben le voilà, ça y est, monte à bord. Bonjour Mark. J'ai travaillé sur Hill Street Blues pendant 3 ans. L'élément novateur de cette série était des intrigues multiples. Il y avait des personnages très variés. On avait 14 personnages principaux dans le commissariat de Hill Street Blues. Les histoires se poursuivaient d'épisode en épisode, généralement sur 3 ou 4 épisodes. Ce sont évidemment des éléments que j'ai essayé d'utiliser sur Twin Peaks. On avait 40 personnages. En gros, les 32 épisodes que nous avons tournés constituent une seule longue histoire, avec de petits éléments qui s'arrêtent et qui reprennent en cours de route. On a accentué les caractéristiques de Hill Street Blues. Mark Frost s'est associé avec David Lynch, un cinéaste excentrique et d'avant-garde, qui a fait aussi des œuvres accessibles, comme Dune ou Elephant Man, mais aussi des films comme Eraserhead et Blue Velvet. Le lien entre Twin Peaks et d'ailleurs ce dernier film est évident. Kyle MacLachlan est la vedette des deux et reconnaît aborder son personnage de Cooper comme Jeffrey Beaumont devenu adulte. Le duo, donc, Mark Frost et David Lynch, se réunit initialement en 1986 dans un projet sur la vie secrète de Marilyn Monroe, Goddess. Mais le projet, bien qu'écrit, n'aboutit pas. Il aura du moins contribué à montrer que les deux personnalités, plutôt réalisateurs d'un côté et plutôt scénaristes de l'autre, sont compatibles. Leur projet suivant, c'est le fameux One Saliva Bubble, avec Martin Short et Steve Martin, restés longtemps en jachère, mais qui achèvent de souder la relation. Et si je dis fameux, c'est parce que beaucoup de fans ont parlé de ce projet. Ensuite, leur projet suivant met en scène une équipe d'enquêteurs spécialisés dans le surnaturel et les extraterrestres. Ouais, c'était un peu X-Files avant l'heure, quoi. Le projet a pour titre The Lemurians, mais NBC, finalement, ne finance pas le pilote. Et puis, l'agent artistique de Lynch et de Frost leur soumet l'idée d'une chronique de la vie rurale en Amérique. Un peu comme dans Blue Velvet, quoi. Donc, tous les deux, ils visionnent le film Peyton Place, d'après Grace Metalius. Chez nous, le film s'appelait Les plaisirs de l'enfer. C'était un film sur les secrets honteux des habitants d'une petite ville très conservatrice. Ils se mettent alors à réfléchir à une série qui aurait pour titre North Dakota, un lieu reculé, quasi inaccessible. Ça a commencé avec une idée que nous avons eue, David et moi, en prenant un café. On a commencé à parler d'une petite ville qui aurait beaucoup de secrets et où l'on sert du très bon café. On a commencé par travailler sur la géographie de cette ville. La première chose que j'ai faite a été de tracer un plan. Et alors que nous mettions en place les maisons, les rues et les alentours, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 montagnes de l'autre côté de la ville. Il nous est apparu soudain que la ville devait s'appeler Twin Peaks. Diane, je suis en route vers les bureaux de ABC, le grand network American Broadcasting Company, mais à une époque où il n'était concurrencé ni par les chaînes payantes, ni par les plateformes SVOD, et encore moins racheté par la Disney.
Diane, nous sommes en 1989. Là, les networks se font concurrence et NBC et CBS ont de l'avance sur ABC. Ils sont franchement à la traîne. Dynasty n'est plus et marque la fin des grands prime-time soap. Moonlightning, Clair de Lune, a disparu aussi. Et avec la série, un vent d'impertinence, d'originalité et de notoriété. China Beach et 30 Something sont bien là, mais elles sont devenues invisibles aux yeux des médias. Quant aux sitcoms qui envahissent la grille, il n'y a bien que Roseanne, qui est du calibre d'un Cosby Show. C'est indubitable, la chaîne doit se renouveler, tenter des productions différentes. L'idée va être de lancer, pour le milieu de saison, donc mars-avril 1990, des séries un peu new look, dans le but qu'elle relance la chaîne. ABC va donc donner le feu vert à une série qui lorgne du côté de 21 Jump Street, le grand succès de la chaîne concurrente. On va même reprendre à la distribution Michael DeLuise, le frère de Peter DeLuise, qui est dans 21 Jump Street, et Patrick Ashburg, le créateur de 21 Jump Street. Il va écrire le pilote de cette nouvelle production qui compte dans sa distribution un acteur extrêmement sexy, aux longs cheveux et au look ravageur. Un certain George Clooney. Sunset Beat, car tel était son nom, met en scène une bande de flics de Los Angeles qui, sous couverture, est aussi un groupe de rock qui se produit sur scène devant une foule admirative et chevauche des Harley avec des blousons noirs. Sans rire. Bon, Diane, Sunset Beat va durer à l'antenne 2 épisodes. Elle sera immédiatement annulée suite à une audience absolument catastrophique. Oui, je sais, je ricane, c'est pas très charitable. Les 4 épisodes déjà tournés seront carbonisés 2 ans plus tard, en 1992, au fin fond de la grille. Clooney va devoir encore attendre pour avoir un projet qui mettra son talent en avant. À cette même époque, ABC va aussi signer un accord de développement avec un producteur de comédie bien connu, James L. Brooks, qui avait déjà créé Taxi avec Danny DeVito et écrit pour le cinéma le film Broadcast News. Il va développer pour ABC, pour dans 2-3 ans, des comédies comme Madame et ses filles avec Judith Light, puis Profession critique, une série animée. D'ailleurs, en ce moment, il pense même à en lancer une version longue de ses sketchs qu'il produit pour son Tracy Ullman Show pour la Fox. Un truc qui s'appelle Les Simpsons. Bon, ça marchera jamais, une série animée en prime time, hein. C'est bon pour la Fox, mais c'est pas du niveau de ABC. L'autre projet que ABC va lancer à grand renfort de promotion pour tenter de revenir sur le devant de la scène télévisée, c'est le projet que Mark Frost et David Lynch vont soumettre au responsable du développement des séries dramatiques, Chad Hoffman, un responsable qui avait déjà osé approuver des séries aussi hors normes que China Beach et 30 Something, justement. C'est à ce moment-là que nous avons rencontré pour la première fois ABC, la chaîne qui a diffusé la série ici, aux États-Unis. Nous leur avons expliqué que nous avions imaginé cette ville de Twin Peaks où l'on sert du très bon café et où le vent souffle. C'est tout ce qu'on leur a dit lors de ce premier rendez-vous. Le lendemain, c'était le début d'une grève des scénaristes qui a duré 6 mois. Et on avait complètement oublié ce rendez-vous chez ABC. On était occupés à d'autres choses. Mais ils nous ont rappelé. On veut vous revoir pour que vous nous en disiez plus sur cette idée fantastique. Mais on ne se souvenait même plus de ce qu'on leur avait dit. On a dû tout reprendre à zéro. À partir de là, ils nous ont proposé d'écrire un scénario. On a écrit le pilote et on les a prévenus. Attention, c'est très étrange. Ça ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Après l'avoir lu, ils nous ont dit « Vous aviez raison, c'est très bizarre, mais on a envie de le voir. » On pense que personne d'autre ne voudra regarder ça. Mais nous, oui. Donc, ils ont commandé le pilote. Tournez le pilote de 2 heures et on verra bien ce que ça donne. Donc, on a tourné le pilote dans l'État de Washington. Diane, je suis arrivé à Snoqualmie Falls, cet état de Washington où le pilote de Northwest Passage est tourné. Parce que, à ce moment-là, ça s'appelle encore Northwest Passage. La petite ville qu'on a utilisée s'appelle en fait Snoqualmie Falls. C'est le dernier endroit que l'on a visité dans l'État de Washington. On y a passé environ 1 semaine. Un ami à moi m'a conseillé d'aller voir cette petite ville. On y est donc allé, mais c'était un peu effrayant, car la ville ressemblait exactement à ce qu'on avait écrit.
Il y avait un grand hôtel sur une colline, comme dans ce qu'on avait écrit, près d'une cascade, comme dans ce qu'on avait écrit. À moins de 5 km, il y avait une scierie qui tient un rôle important dans la série. Et au bout de la rue principale, il y avait la gare et de l'autre côté, un restaurant appelé R&R Diner, que nous, on avait appelé le Railroad Diner dans le scénario. Il était au même endroit que ce qu'on avait imaginé. C'était presque comme si on avait imaginé un endroit qui existait déjà. Et quand on l'a vu, on a su que c'était là qu'on allait tourner au moins le pilote. David Lynch et Mark Frost ont écrit ce téléfilm pilote en 10 jours. Pour coller à un style bien connu des téléspectateurs, le personnage central de cette énigme criminelle est un agent du FBI qui est envoyé dans la petite ville où le cadavre de Laura Palmer, une jeune fille du coin, a été retrouvé, enveloppé dans du plastique. C'est Pete Martell qui la découvre alors qu'il allait pêcher. Pete, c'est d'ailleurs l'acteur fétiche de David Lynch, Jack Nance, qui était déjà le personnage principal de Eraserhead. Et on le retrouve aussi dans Dune et dans Blue Velvet. Et le meurtre de Laura Palmer tire son origine d'un crime bien réel. Un crime qui s'est déroulé dans une petite ville dans l'est des États-Unis où Mark Frost passait tous ses étés avec ses parents. Et ce n'est qu'après la série que Mark Frost y est retourné et que là, il a eu l'illumination. J'avais complètement oublié que dans les années 20, un jeune homme avait tué sa petite amie. Theodore Dreiser en a tiré un livre qu'il a appelé « Une tragédie américaine ». C'est une histoire vraie et c'est ensuite devenu un film formidable, Une place au soleil, avec Montgomery Clift et Elizabeth Taylor. Le corps de la jeune femme avait été retrouvé sur le rivage. Et j'ai soudain réalisé d'où venait Laura Palmer. L'idée de cette jeune femme très belle et très aimée dans cette petite ville que l'on retrouve morte. Je n'avais pas fait le lien, mais après être revenu dans cette ville, j'ai réalisé que ça avait dû rester dans un coin de ma tête. L'enquêteur, c'est Dale Cooper. Et c'est Kyle MacLachlan qui va l'incarner. MacLachlan, c'est l'acteur fétiche de Lynch. Il a lui aussi été déjà la vedette de ses précédents films, comme Dune et Blue Velvet. Et à Twin Peaks, Cooper va enquêter aux côtés du shérif de la ville, Harry Truman, incarné par Michael Hodgkin. Au bureau du shérif, il y a l'adjoint Hawk, Michael Horse, et Andy, Harry Gotts, qui lui craque nerveusement et fond en larmes assez fréquemment. Bon, pour un flic, c'est pas terrible. À la réception, il y a la très fantasque Lucy Moran, interprétée par Kimmy Robertson. Et il y a le très très étrange docteur Laurence Jacobi, avec ses lunettes bicolores, un peu comme ces vieilles lunettes faites pour voir les films en relief. Il est interprété par Russ Tamblyn, une des jeunes vedettes du mythique film West Side Story. Il y a la famille de la victime, Leland Palmer, interprétée par Ray Wise, et Sarah Palmer, sa mère, Grace Zabriskie, folle de douleur, totalement hystérique, elle clôt le téléfilm pilote sur un cri à vous glacer le sang. Dans la ville de Twin Peaks, il y a l'hôtel du Grand Nord, qui domine une formidable et spectaculaire chute d'eau. Le Grand Hôtel est tenu de main de maître par le très autoritaire Benjamin Horne, un rôle tenu par un autre acteur de West Side Story, Richard Beymer. Il y a la scierie, un élément économique essentiel de la ville, tenu par héritage par la douce et apparemment innocente Josie Packard, interprétée par Joan Chen du film Le Dernier Empereur. Il y a le diner, le double R, en plein centre-ville, tenu par Norma Jennings, alias l'actrice de la fameuse série The Mod Squad, la nouvelle équipe, Peggy Lipton. Face à ce monde d'adultes, le pilote de Twin Peaks se focalise beaucoup sur le monde des adolescents, dont la victime était issue d'ailleurs. C'est son petit ami, le voyou Bobby Briggs, sa meilleure amie Donna Hayward, innocente et sensible, et James Hurley, le petit ami secret de Laura, sorte de James Dean triste au regard de victime et constamment accusé. Il y a aussi Audrey Horne, la fille de Benjamin, une petite insolente, dirait-on, qui danse langoureusement au double R au son du jukebox. Tous ces personnages, d'une beauté insolente et au regard de braise, sont incarnés par Dana Ashbrook, Lara Flynn Boyle, James Marshall, Sherilyn Fenn, sans oublier le rôle muet et immobile de Cheryl Lee, alias Laura Palmer, la fille enrobée dans du plastique et dont la mort a tout déclenché. Et dès ce téléfilm pilote
pilote, on découvre que la jeune reine de beauté est loin d'être la petite fille modèle sage et parfaite. Un magazine pornographique nous en fait découvrir une autre facette bien moins glorieuse. Comme dans tout bon whodunit, tous ces personnages sont potentiellement coupables. Lynch et Frost s'emploient dès ce pilote à nous faire douter de leur sincérité et de leur motivation. Pour épaissir le mystère, l'agent Cooper révèle que le meurtre de Laura est peut-être lié à un autre cas, le meurtre de Teresa Banks, survenu 1 an plus tôt. Et il va découvrir un indice décisif qui va relier les deux crimes, un petit bout de papier avec une lettre dessus, dissimulée sous l'ongle de la victime. C'est un peu dégueulasse. À ce même moment, une autre victime, à moitié morte, Ronette Pulaski, déambule sur un pont, sur une voie de chemin de fer désaffectée, totalement hébétée, ensanglantée, en proie à un choc violent. Et un pendentif, retrouvé sur les lieux du crime, mais cassé en deux, semble être un indice crucial. L'autre moitié de ce pendentif est entre les mains de James Surley. Bon, raconté comme cela, cette énigme criminelle est très traditionnelle, mais c'est la réalisation totalement fantasmatique et contemplative de Lynch, l'ambiance presque hors du temps, le look rétro 50s, 60s des habitants, entre autres des jeunes, et la formidable musique de Angelo Badalamenti qui change complètement la donne. Ajoutez à cela que Dale Cooper semble imprévisible. Il sort des remarques sur la sacrée bonne tasse de café du WR, sur les tartes, sur les donuts du bureau du shérif. Il semble mu par son instinct plutôt que par des indices. Ah ben oui, j'oubliais, en plus, le pilote nous montre aussi Nadine Hurley, une femme borgne qui est obsédée par l'idée de fabriquer des tringles à rideaux silencieuses. Et il y a aussi Margaret, la femme à la bûche, qui semble parler à une bûche de bois qu'elle promène tel un enfant dans ses bras. David est un réalisateur avec un style visuel très spécifique. Si vous deviez identifier un réalisateur au bout de seulement quelques minutes de film, c'est l'un des rares réalisateurs dont vous pourriez dire que c'est lui. C'est un compliment. Il y a peu de réalisateurs aussi reconnaissables. Pour le pilote, on s'est mis au boulot et on a écrit le scénario ensemble. On a construit la ville comme je voulais raconter, tous les habitants et les différentes histoires qui pouvaient s'y dérouler. Puis nous avons produit le pilote ensemble. Nous avons choisi les lieux de tournage, décidé très soigneusement de la distribution, tout cela ensemble. Et puis, tout simplement, c'est ensuite au metteur en scène de prendre les rênes et de réaliser son film. Alors je me suis occupé de l'aspect production, et David a fait un travail formidable. Il a donné à la série son style visuel et sonore, sa musique. Il a beaucoup travaillé avec Angelo sur la musique. Mais alors que le tournage est en train de se poursuivre, on rappelle à David Lynch une clause importante du contrat que lui et Frost ont signé avec le distributeur. Ce pilote doit avoir une résolution, une fin, une solution au crime qui a tué Laura Palmer. Non, pas pour la future possible série télé, pas du tout, mais pour l'exploitation de ce téléfilm au cas où la série n'existe pas. En effet, un téléfilm de David Lynch, ça pourrait très bien se vendre dans le monde entier, à condition d'être un unitaire. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque cette version unitaire du pilote de Twin Peaks s'est retrouvée éditée en vidéo un peu partout dans le monde. Donc un peu coincés par cette obligation qu'ils avaient franchement oubliée, Lynch et Frost doivent donc imaginer une fin qui ne sera pas la fin, mais qui est une fin. Et là, Lynch se souvient de leur décorateur, Frank Silva, un décorateur qui faisait une bien volontaire apparition à l'image dans une scène qui se déroule dans la chambre de Laura Palmer. Lors du visionnage des rushs, on voit le visage du décorateur en reflet dans un miroir caché derrière le lit. Oui, il se reflète dans un miroir, si vous regardez bien, il y est, vérifiez. Un heureux incident. Lynch demande à Frank Silva de passer devant la caméra et tourne avec lui une scène censée se dérouler dans les sous-sols de l'hôpital et où Cooper et Harry découvrent Bob, le meurtrier dément de Laura Palmer. Son ennemi juré, le manchot, arrive et le flingue. Donc arrive le moment du montage. Lynch a alors une autre idée. Réunir 2 ou 3 comédiens et tourner une scène à l'envers. D'ailleurs, une scène où les gens parlent et bougent à l'envers, pour donc ensuite monter à l'endroit, paraître, parler et bouger, mais avec une curieuse démarche et surtout avec des voix bizarres. En ajoutant la mention 25 ans plus tard, au début de la séquence, on retrouve donc Cooper, âgé et ridé, assis face à un nain et à Laura Palmer en personne. Oui, bien vivante, enfin, bon, c'est un rêve, c'est autre chose en tout cas. Le tout dans une pièce drapée de rouge avec un carrelage noir et blanc fait de zébrure.
Lynch invente donc la Red Room pour ces quelques 18 minutes de scènes supplémentaires spécifiquement faites pour cette version internationale. À ce stade, ce n'est qu'une scène fantasmatique de conclusion, absolument pas la porte vers la Black Lodge qu'elle sera plus tard. Le budget de ce téléfilm, avec sa grande distribution et son tournage à Snoqualmie Falls, est très important, 4 millions de dollars. Si ABC paye une partie de la note, c'est quand même la boîte de production de Aaron Spelling, Spelling Entertainment, qui distribuera la série autant en vidéo à l'international que sur le territoire américain pour les chaînes locales. David Lynch et Mark Frost ont fondé leur structure de production, Lynch Frost Productions. D'ailleurs, ça se voit à la fin de chaque épisode avec un logo assez irritant quand même, qu'on entend. Écoutez. Ouais, c'est pénible, hein, c'est... Voilà. Diane, je suis maintenant à New York, la ville qui fait le meilleur cheesecake au monde. Hein. Et nous sommes auprès de Robert A. Iger, le nouveau président du secteur entertainment de la chaîne ABC. Je dis nouveau parce que c'est Brandon Stoddart qui avait reçu Lynch et Frost et donné son feu vert pour le téléfilm pilote en début d'année 1989. Iger et son équipe ont repris le projet avec ferveur. Et ils regardent les rushs de tournage au fur et à mesure qu'ils arrivent. Bref, ils sont vraiment sur le coup. Nous sommes maintenant en mai, l'époque où on décide des séries qui seront lancées ou pas. À la fin du mois, une première version du téléfilm va donc leur être montrée. C'est l'heure de vérité pour Twin Peaks. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit « On n'a jamais rien vu d'aussi étrange. Vous aviez raison. On veut en voir plus, mais on est peut-être les seuls. » La chaîne, séduite mais interloquée, commande donc une première saison de Twin Peaks. Mais comme il s'agit là d'une expérience censée avoir lieu en milieu de saison, vers le mois de mars ou avril en 1990, seulement 7 nouveaux épisodes suffisent pour aller jusqu'à la fin mai, la fin officielle de la saison télé. De quoi tester l'approche révolutionnaire de Mark Frost et de David Lynch. Les épisodes sont budgétés, eux, à approximativement $1 million chacun. Ce qui, pour l'époque, était loin d'être ridicule. Après le pilote, j'ai repris les rênes pour produire la série et superviser les scénarios. La série était tournée entièrement à Los Angeles. On n'est jamais retourné dans l'État de Washington, sauf pour quelques plans d'ensemble. On a trouvé quelques lieux dans la région de Los Angeles où l'on pouvait tricher. On a utilisé un lac près de Malibu, par exemple, et quelques forêts de pins. À partir de ce moment-là, c'est moi qui dirigeais la série et David revenait de temps en temps pour réaliser un épisode. Il tournait Sailor et Lula pendant qu'on tournait la première saison. Il n'a réalisé qu'un seul épisode. Il faisait des commentaires, on lui donnait les scénarios et il nous renvoyait éventuellement des notes. Il visionnait le montage des épisodes et faisait des suggestions pertinentes pour changer l'ordre des scènes ou couper des choses. Mais la plupart du temps, il était occupé avec son film. Diane, je suis dans ma chambre à l'hôtel du Grand Nord. Elle est propre, hein, et le tarif reste assez raisonnable. Il est 21h. Nous sommes le dimanche 8 avril 1990. Et je regarde la télévision. C'est le film du dimanche soir sur ABC. Tonight, an ABC premiere presentation. She's dead. Wrapped in plastic. Look, you guys, please, what did I do? What's going on? Entering the town of Twin Peaks. FBI. Right. C'est le lancement de la série, avec le fameux téléfilm de David Lynch, lors de la soirée la plus regardée de la semaine, le dimanche soir. Et Diane, je dois reconnaître que la campagne marketing qui a précédé la diffusion de ce pilote est proprement gigantesque. Des tonnes de bandes-annonces, des projections avant-première, des articles dithyrambiques dans la presse qui est purement et simplement stupéfaite qu'on puisse faire preuve d'un tel niveau pour une série télé et qu'une chaîne, ABC, se permette un tel pari. Les critiques sont tellement enthousiastes que la chaîne en fait même un message publicitaire. Ah, justement, Diane, écoutez, il y a un de ces spots qui passe à l'antenne, écoutez.
Twin Peaks easily outdazzles all the new network shows. You really can't miss this show of the 90s. Something of a miracle. It is like nothing else on television. A breakthrough. Be there. A+. Tale of sex, violence, the first and TV junk masterpiece of the 90s. Like nothing on earth. Il n'y a rien d'autre de tel à la télévision. Le premier chef-d'œuvre télé des années 90. C'est un vrai déferlement. Et ça marche, hein. Le pilote est tellement stupéfiant en comparaison du tout venant télévisuel que non seulement ABC l'a diffusé avec moins d'interruptions publicitaires, 5 plutôt que les 7 habituels, mais qu'elle est récompensée. Son audience n'est pas bonne. Elle est stratosphérique. Ce pilote obtient 35 millions de spectateurs américains. On pensait que personne ne regarderait plus de 10 minutes. Mais le premier épisode a eu beaucoup de succès. Ça a commencé à prendre et les téléspectateurs ont commencé à organiser des fêtes Twin Peaks. Ils se recouvraient de films plastiques ou allaient au travail avec une bûche. Un tas de choses étranges qu'on n'avait pas vu venir. En une seule soirée, la bizarrerie de la série se répand grâce à tous les gimmicks disséminés dans le téléfilm, comme par exemple les sacrées bonnes tasses de café. La série ne perd pas de temps, l'épisode suivant, contenant encore une myriade de pistes et d'indices sur la vie et la mort de Laura Palmer, est diffusé le jeudi, le 12 avril, dans la case horaire régulière de la série pour les 7 semaines à venir, jusqu'au jeudi 23 mai. Ces 7 semaines vont suffire pour faire de la série une œuvre profondément marquante, car ces épisodes de Twin Peaks sont purement et simplement révolutionnaires. Non seulement on ne résout pas l'enquête, et qui a tué Laura Palmer devient une obsession nationale, mais on lance des tonnes de nouveaux indices et encore plus de nouveaux personnages. Jacques Renault, la maison close Jacques n'a qu'un œil, tenu par Blackie, que la téméraire Audrey va tenter d'infiltrer, ce qui donnera naissance d'ailleurs à une scène mythique, où Audrey fait un nœud avec une queue de cerise, rien qu'avec sa langue, dans le but d'impressionner la madame des lieux. Il y a aussi Albert Rosenfield, un collègue de Cooper, Hank Jennings, le mari de Norma, la patronne du RR Diner, qui sort de prison, et surtout Madeleine Ferguson, une cousine de Laura, qui débarque à Twin Peaks pour ses funérailles. Et Madeleine ressemble à s'y méprendre à la défunte. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est la même actrice. C'est Cheryl Lee. Elle revient dans la série comme on le ferait dans tout bon soap opéra où des sosies doubles ou surjumelles permettent à des comédiennes de revenir. Leo Johnson, le mari violent de Shelley, a un t-shirt ensanglanté et fournissait de la cocaïne à Laura. Et il va flinguer le Ménate Waldo de Jacques Renault, qui répète sans cesse « Léo, non !» Lynch et Frost bénéficient de l'incroyable liberté garantie par ABC, qui n'intervient pas dans les scripts. La seule demande qu'ils font est que la ville de Twin Peaks soit un petit peu plus peuplée que ce qui est initialement montré dans le pilote sur le panneau indicateur à l'entrée de la ville. La chaîne disait que la ville lui semblait trop petite. Alors je me suis mis devant mon traitement de texte et sur le panneau qui borde la route à l'entrée de la ville avec la population, c'était marqué, je crois, 5121. Et j'ai seulement rajouté un zéro. Ça faisait donc 51 201. Ils m'ont dit « Alors, vous l'avez changé ?» J'ai répondu « Oui, vous voyez, il y a plus de 50 000 habitants. Ce n'est plus une petite ville. » « Ah bon, d'accord. » C'est la seule chose sur laquelle ils ont eu une objection à formuler. Ensuite, l'idée d'une force surnaturelle qui agirait à Twin Peaks et aurait trouvé refuge dans la forêt se concrétise, mais par toutes petites touches. Le shérif Truman révèle à Cooper qu'une présence maléfique rôde dans la forêt depuis très longtemps et que, avec d'autres personnes comme Hawk, ils forment une société secrète pour veiller sur ces phénomènes, les Bookhouse Boys. Sarah Palmer, la mère hystérique de Laura, celle qui hurle à la fin du pilote, elle a des visions d'un personnage qu'on appelle Bob et un manchot semble associé à ce personnage. Mais surtout, dans le deuxième épisode, qui est réalisé par Lynch un peu plus tard durant la production, Frost et lui ont l'idée de réutiliser une partie de la longue scène que Lynch avait dû tourner pour donner une fin au téléfilm pilote et son exploitation internationale. Cette fois-ci, c'est dans un rêve de Cooper que l'on voit Bob, le manchot, la chambre rouge avec ses grands rideaux, le nain qui parle à l'envers, Laura Palmer qui chuchote à l'oreille d'un Cooper plus âgé le nom de son meurtrier. Énorme cliffhanger, hein. Ça, franchement, on peut pas rêver mieux.
Sauf qu'au début du 3e épisode, Cooper se réveille et admet avoir oublié une partie de son rêve. La densité, la complexité, la richesse de ces épisodes est absolument stupéfiante et totalement inédite pour l'époque. De plus, le style visuel mis en place par David Lynch est bien sûr conservé par les autres réalisateurs, avec toujours la musique de Badalamenti. Je voulais des personnages qui ont l'expérience des films, qui savent travailler avec les acteurs et qui puissent poursuivre et conserver l'ambiance de la série. Donc j'ai fait venir des gens comme Tim Hunter, Caleb DeChanel, Uli Edel, Diane Keaton. On a vraiment réuni des gens intéressants. James Foley, Stephen Gyllenhaal, de solides réalisateurs de cinéma qui se sont bien amusés sur la série. Quand ils arrivaient, on leur disait « Voilà ton circuit de petits trains intergalactiques. Prends le scénario et va nous faire un petit film. » Je les laissais tranquilles, à condition que le look et l'ambiance de la série restent cohérents. Je n'ai été que très rarement déçu par ce qu'ils ont fait. L'audience, cependant, s'effrite graduellement au fil des épisodes. Rien d'étonnant à ça. Le public traditionnel, souhaitant une résolution rapide de l'enquête et un style bien carré de l'histoire, a renoncé. Mais ceux qui restent font partie d'un segment de la population extrêmement désirable pour la chaîne de télévision, et surtout pour ses annonceurs, les 25-35 ans. Ils ont un gros pouvoir d'achat, mais sont assez exigeants en termes de programmes télé. De plus, ABC est ravi, car les épisodes ont été produits dans les délais et dans le budget donné. On ne savait pas si on serait renouvelé après les 7 premiers épisodes. Donc, j'ai structuré ce dernier épisode pour en faire le cliffhanger ultime. Tous les personnages sont en péril. J'espérais que même si personne aux États-Unis ne regardait la série, ABC voudrait savoir ce qui arriverait aux personnages et nous demanderait de revenir pour quelques épisodes de plus. Previously on Twin Peaks. Leo Johnson was shot. Jacques Renault was strangled. The mill burned. Catherine and Josie are missing. Nadine is in a coma from taking sleeping pills. Comme elle le fait d'habitude, Lucie, la secrétaire, fait un résumé très factuel de cette avalanche de cliffhanger à la fin de cette première saison de Twin Peaks. Mais le pire de tous est le tout dernier. Alors que les spectateurs sont avec l'agent Cooper dans sa chambre à l'hôtel du Grand Nord, on frappe à la porte et là... Et oui, l'agent Cooper s'écroule, victime d'un tueur inconnu. Enfin, inconnu pour nous en tout cas. Pour les quelques millions de spectateurs qui espéraient avoir la résolution du mystère qui a tué Laura Palmer, c'est un choc. Et un mystère encore plus grand. Avec ces 7 épisodes, David Lynch et Mark Frost sont parvenus à faire exploser le cadre de la télévision et les règles et formules des séries dramatiques. Ils ont dynamité toutes les attentes du public, mais en laissant le spectateur anxieux d'en savoir plus. Les hiboux ne sont pas ce que l'on croit. L'impact est considérable. On commence à vendre des tasses de café à l'effigie des pics jumeaux de la série et des tartes labellisées du WR Diner sont vendues elles aussi. ABC rediffusera pendant l'été toute cette première saison. Lynch se retrouve projeté en couverture du Time, principalement pour son nouveau film Sailor et Lula, Wild at Heart, mais aussi pour le phénomène qu'est Twin Peaks. Oui, parce que Sailor et Lula a en effet été présenté à Cannes, au festival du film, pile au même moment où Twin Peaks concluait sa première saison. Et dans les interviews et conférences de presse qu'il donnait sur place, il évoquait son prochain travail, cette série télé qu'il avait initiée et suivie, Twin Peaks, et qui n'allait pas être diffusée en France avant 1 an, soit avril 1991, sur la chaîne La 5. Le film, Wild at Heart, Sailor et Lula, décrochera la Palme d'Or au même moment où Twin Peaks rendait le nom de David Lynch célèbre dans tous les foyers américains. Et Mark Frost, lui, il fait avec Twin Peaks ce qu'il a déjà fait avec Hill Street Blues, repousser les limites du format série, faire ce que l'on ne fait pas à la télévision. La série de Bochco avait purement et simplement lancé la série policière chorale avec tous ses personnages. Twin Peaks en a fait encore plus, en ajoutant une 30aine de personnages réguliers et en imposant un format que Frost avait déjà remarqué dans une autre série télé. Ma série préférée a toujours été Le Prisonnier. Je l'ai vue quand j'avais 13 ans, la première fois qu'elle a été diffusée aux États-Unis. Chaque épisode est basé sur une énigme existentielle et métaphysique, insoluble et bizarre.
Ce personnage, numéro 6, essaye constamment de s'évader de cette île et il y est toujours ramené. Pour moi, à mon âge, c'était l'équivalent de prendre des drogues qui élargissent la perception. Ça a vraiment ouvert mon esprit à toutes les possibilités qu'offre une série à suivre pour les téléspectateurs. J'ai revu quelques épisodes récemment sur Sci-Fi Channel. Et ça a très bien vieilli. C'était une série très bien construite, très bien écrite et très bien produite. Elle reste la série qui a eu la plus grande influence sur moi quand j'étais petit. Alors, un peu comme le crime qui s'était produit dans son enfance, non loin de la maison de ses vacances familiales, Mark Frost s'est souvenu de cette série à suivre, Le Prisonnier, pour faire de Twin Peaks une enquête policière feuilletonnante, à suivre, mêlant par là même plusieurs styles. Un peu comme si Arabesque se mélangeait à Dynasty avec l'humour de Seinfeld. L'une des théories les plus importantes à la télévision est qu'on doit commencer et conclure une histoire chaque semaine. S'il y a un assassin, il doit être arrêté à la fin de l'épisode. Quelqu'un doit être remis à la justice. C'est une règle très simple que nous avons brisée. Nous avons attendu 1 an et demi avant de révéler qui avait tué Laura Palmer. Si David avait eu le choix, le public serait encore en train de se poser la question. L'autre chose que j'ai faite a été d'intégrer plusieurs éléments dans les scénarios et les intrigues que le public ne pouvait apprécier qu'en étant très attentif. Ils ne pouvaient pas discuter en même temps ou être pendus au téléphone ou en train de se faire un sandwich. Ils devaient vraiment regarder chaque scène pour comprendre ce qui se passait. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une idée radicale pour la télévision, car la plupart des séries sont créées en étant considérées comme une musique de fond pour la vie des téléspectateurs. Je me suis demandé pourquoi faire tous ces efforts si les gens ne font même pas attention à ce qu'ils regardent. Donc, c'était vraiment une grosse différence par rapport à ce qui se faisait d'habitude. En tout cas, c'était un but. La dernière chose était de complètement inverser les règles des soap-opéras de soirée. Nos personnages n'étaient pas glamour et riches comme dans Dallas ou Dynasty. Ils ne passaient pas leur temps dans des hélicoptères ou des jets privés. Ils ne disaient pas leurs 4 vérités en public. On a raconté des histoires modestes qui se déroulaient dans la classe moyenne. Les scènes étaient plus longues que ce dont le public avait l'habitude. C'était notre plus grande différence en termes d'écriture. Frost va donc aussi reprendre pour Twin Peaks une innovation d'E-Street Blues, l'unité de temps. Dans chacune de ces 2 séries, chaque épisode se déroule en une journée. Du matin, au début de l'épisode, au soir, à la fin de l'épisode. C'est d'ailleurs pour cela que l'enterrement de Laura Palmer n'a lieu qu'au 3e épisode de la série. On parle de chef-d'œuvre, d'innovation et de profond bouleversement pour cette première saison de Twin Peaks, alors que, assez intelligemment, la série se repose sur un genre qui a quand même déjà fait ses preuves depuis des décennies à la télévision américaine, le soap-opéra. Ben oui, les soaps de soirée comme Dallas ou Dynasty, mais aussi la dizaine de soaps que les Américains peuvent suivre tous les jours de la semaine, entre 11h et 16h sur leurs petits écrans. Des fictions mélodramatiques, aux histoires un peu clichés, aux personnages souvent caricaturaux, mais attachants et passionnants. Et pour bien marquer le fait que Twin Peaks se revendique, lui aussi, de ce genre, tout en dynamitant, Frost va créer et tourner un vrai faux soap-opéra, un soap dans le soap, Invitation to Love. Invitation to Love. Starring Martin Padley as Chet, Selena Swift as Emerald and Jade, Evan St. Vincent as Jared Lancaster, and Jason Denbo as Montana. À travers les quelques extraits que l'on peut découvrir de Invitation to Love, le contraste n'en est que plus grand. Twin Peaks, c'est bien lui aussi un soap, mais qui sublime les soap-opéras et se moque des autres, de ceux qui restent cloîtrés dans leur formule. Je voulais que tous les habitants de la ville soient accros à une série télé. Et j'ai pensé qu'un soap-opéra serait une bonne idée, car ils le regarderaient durant la journée. Ici, ils sont diffusés en journée. Moi, je suis incapable de regarder un soap-opéra. Ça me fait mal au cerveau. Quand j'en regarde un, j'ai l'impression de faire un AVC.
Donc je voulais en faire une parodie. J'ai écrit ces petites scènes, on les a tournées en une journée et on les a disséminées tout au long de la saison. Il y avait tout un tas de personnes ridicules et de situations grotesques, mais jouées de manière très sérieuse, comme c'est le cas dans ce type de série. Invitation to Love will return after these messages. Diane, je me dirige maintenant vers Sunset Boulevard. Avant d'être le titre d'un film célèbre, c'est aussi une des artères principales de Los Angeles. Elle est en parallèle à Hollywood Boulevard. Diane, j'avais dormi à Sunset par le passé dans une chambre d'hôtel à l'hôtel Argyle, un endroit tout en art déco au cœur de Sunset. Mais là, je me rends au 8818 Sunset, dans le West Hollywood, presque en face du Tower Records. Je vais au Book Soup. C'est une gigantesque librairie absolument mythique, avec des étagères pleines à craquer de livres consacrés à peu près à tous les genres, mais plus spécifiquement au cinéma, à la musique et à la télévision. Cette librairie a été fondée en 1975 et compte plus de 50 000 références dans ses murs. Et c'est là que je vais trouver le journal secret de Laura Palmer. Un livre écrit par Jennifer Lynch, la propre fille de David Lynch, et qui sera par la suite la réalisatrice de Boxing Helena, le film qu'elle a écrit. Son livre reprend la forme d'un journal intime que la jeune Laura Palmer aurait écrit, et dont il est question d'ailleurs par la suite dans la série. Ah ben justement, le voilà. Ah ouais, là c'est la nouvelle édition hein, quand même, chez Michel Lafon. Diane, moi je l'avais lu en livre de poche chez Presse Pocket, mais je vous conseille quand même cette nouvelle édition. Elle est bien plus agréable à feuilleter. Tenez Diane, en voici un extrait par Laura Palmer elle-même, à savoir l'actrice Cheryl Lee. I'm 16 years old. I'm a cocaine addict. A prostitute who fucks her father's employers. Not to mention half the fucking town. Bon alors Diane, comme je sais que votre anglais n'est pas parfait, moi je vous traduis. J'ai 16 ans, je suis une cocaïnomane, une prostituée qui couche avec les employeurs de son père, sans parler de la moitié de la ville. Non seulement ce livre, qui recueille un succès largement mérité, est une remarquable plongée dans la déchéance d'une jeune fille année après année, mais il contient énormément d'indices, voire de confirmations, pour les spectateurs vigilants sur le destin et la mort de Laura. Des pages d'ailleurs sont arrachées. Le journal se termine par ces mots « Je sais exactement qui est Bob, ce qu'il est. Je vais le dire à tout le monde, il faut que tout le monde le sache. » Le livre sort en pleine ferveur Twin Peaks pendant l'été 1990, juste avant le retour de la série à la rentrée. Je découvre aussi qu'il y a un autre livre sorti 1 an plus tard, une autobiographie de l'agent Dale Cooper, écrit par Scott Frost, et qui retrace l'enfance et les enquêtes de l'agent du FBI. Et que, il y a même une autre cassette audio, avec des messages que Dale vous a envoyés à vous, Diane. Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. It's 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. I've never seen so many trees in my life. Bref, vous avez compris, la ferveur est à son comble. L'événement de la nouvelle saison sera sans doute la suite de Twin Peaks et son influence sur la production télé. Diane, I've had a dream. In it are Laura and an ABC executive. They say they've hidden Twin Peaks. Mais Cooper le dit très bien dans cette bande-annonce promotionnelle. Twin Peaks change de jour. Plutôt que d'être diffusé le jeudi, il passe au samedi soir. Twin Peaks, now see it on Saturdays. Durant la saison 2, ABC a eu une réaction très étrange. Ils l'ont changé de case horaire et l'ont programmé le samedi à 22h. C'est le cimetière des séries télé. Les seules personnes qui regardent la télévision le samedi soir sont des personnes âgées qui ne sortent pas, alors que notre public était assez jeune. Selon moi, leur décision a vraiment été catastrophique. En effet, le network ABC avait décidé de lancer une nouvelle expérience, créer une programmation du samedi soir attractive pour le public qui généralement n'est pas devant son petit écran le samedi soir. Oui, dit comme ça, c'est bon. Ils vont créer un bloc de programme avec China Beach, une série de guerre hautement pertinente, et Twin Peaks.
Mais la stratégie ne fonctionne pas. Et en ces temps où le replay n'existe pas, le public cible de Twin Peaks a tout simplement disparu. Il n'est pas là le samedi soir. C'est d'ailleurs une saison de l'horreur pour le network ABC, parce qu'en plus de cette mauvaise décision, leur nouvelle série la plus ambitieuse et la plus coûteuse de la saison, Cop Rock, va se révéler être un échec cuisant. Créé par Steven Bochco, le créateur de la loi de Los Angeles, Cop Rock est une comédie musicale policière, une sorte de West Side Story hebdomadaire où les flics chantent et dansent avec des junkies qu'ils vont arrêter. C'est assez étonnant quand même, mais ça va être totalement rejeté en bloc par le public et les critiques. Voilà, ça n'a pas marché du tout. Diane, je me dirige maintenant vers les studios de la San Fernando Valley. Un grand hangar désaffecté transformé en studio de cinéma. C'est là où se tourne la saison 2 de Twin Peaks. Et l'ambiance, là, est très différente de la saison 1. Il n'y a plus 7 épisodes à mettre en boîte, mais 22. Et cela au fur et à mesure de la diffusion qui commence ce dimanche 30 septembre. La saison précédente, les différents réalisateurs étaient impliqués non seulement dans le tournage, mais aussi jusqu'à la fin de la post-production de leur épisode. Ils pouvaient peaufiner les visuels et les mises en scène sophistiquées que Lynch avait lui-même inaugurées. Maintenant, la machine doit fonctionner à plein pour une saison entière, avec donc beaucoup plus de personnel. Heureusement, David Lynch, lui, il est de retour. Et c'est lui qui met en scène les 3 premières heures de cette nouvelle saison. La tâche est donc doublement ardue, car lui et Frost vont devoir faire repartir la série, mais aussi résoudre bon nombre de cliffhangers de la fin de la saison 1. Nadine va échapper à la mort, mais semble être retombée en enfance et douée de pouvoirs surnaturels. Catherine a disparu. Leo Johnson a été abattu par Hank Jennings. Il est maintenant paralysé. Audrey est séquestrée au One Eye Jacks. Leland a maintenant les cheveux blancs après avoir étouffé Jacques Renault, le supposé meurtrier de sa fille. Mais en plus de relancer toutes ces trames, en plus de faire survivre Cooper, bien sûr, il portait son gilet pare-balles au moment où il a pris 3 balles dans le ventre, Lynch et Frost vont lancer une nouvelle narration qui sera cruciale pour la série. Dès les premières minutes, nous retrouvons l'agent Cooper sur le sol de la chambre. Et après le passage du plus vieux garçon d'étage au monde, il voit apparaître un géant qui va lui donner des indices sur le meurtre de Laura Palmer. One only, known to you. Ready now to talk. Et cette apparition surnaturelle se poursuit dans la révélation finale de l'épisode. Parce qu'en effet, on nous a promis qu'on allait découvrir ce soir qui a tué Laura Palmer. Et bien la promesse est tenue. Ronette Pulaski sort de son coma et revoit ses derniers instants dans le wagon où Laura a été tuée. Et on y voit le satanique Bob rictus sur les lèvres. Peu de temps après ça, d'ailleurs, le Major Briggs, le père de Bobby, avoue à Dale Cooper que son travail, top secret, consiste à surveiller d'éventuelles activités extraterrestres. Et alors que James chante une chanson en duo avec Donna et Maddie, la cousine, donc sosie de Laura Palmer, celle-ci a la vision de Bob qui s'avance menaçant sur elle. Bon, alors là, c'est très très clair. Twin Peaks plonge dans le surnaturel de façon bien plus prononcée que pour sa première saison. Et les premières réactions devant cette tournure et la fausse révélation de Bob en tant que meurtrier sont unanimement négatives. La série connaît alors un contre-coup critique de la même force, mais opposé, à l'avalanche de remarques dithyrambiques qu'elle a connues lors de sa première saison. Là, on dénonce ce que l'on croit être une arrogance de la part des scénaristes, grisés par leur succès qui peuvent se permettre n'importe quoi. De plus, l'info comme quoi le personnage de Bob est incarné par Frank Silva, non pas un acteur mais un décorateur qui passait dans le champ de la caméra, achève de faire monter la rumeur comme quoi Twin Peaks ne serait qu'une coquille vide. Avec Lynch et Frost improvisant au fur et à mesure, ayant donc recours à des lapins fantasmagoriques sortis du chapeau pour expliquer l'énigme initiale. En fait, Twin Peaks s'est retrouvé piégé par l'attente qu'elle avait elle-même créée avec l'énigme de Laura Palmer. Pourtant, les épisodes suivants de la saison 2 regorgent de nouvelles situations et de nouveaux personnages. Le journal secret de Laura Palmer, le même sorti en librairie, est inclus dans la série dans un des tout premiers épisodes de la saison. Tout était précalculé.
Ma politique était que si quelqu'un voulait changer quelque chose au moment du tournage, il fallait nous appeler et faire venir un scénariste pour vérifier les changements. À certaines occasions, quand David réalisait un épisode, il pouvait avoir une idée durant le tournage et on faisait avec. Mais à part ça, on suivait vraiment le scénario. Si vous comparez les scénarios et les épisodes, vous ne verriez que très peu de différence. David avait régulièrement des idées qui n'étaient pas dans le scénario, et j'essayais de suivre. Mais celle-là était vraiment étrange. Josie est un personnage qui a commis pas mal de crimes dans la série. On se disait que la mort serait une bonne conclusion pour elle. Et David a eu cette idée de la mettre sur une poignée de porte. Mais de quoi tu parles? Et David me dit, on pourrait faire un truc avec la poignée de porte. On verrait son visage à l'intérieur. Ce serait cool. C'est ce qu'il voulait faire. Ce genre de truc arrivait de temps en temps. Pour un autre épisode, c'était au début de la saison 2. Un jour, je regardais des rushs et je vois un personnage avec du maïs à la crème dans les mains. C'est un épisode que David réalisait et ce n'était pas dans le scénario. Je l'appelle et je lui demande ce que c'est que ce maïs à la crème. On le voit disparaître, se téléporter à l'autre bout de la pièce. Du maïs à la crème qui se téléporte. Qu'avais-tu en tête? Il me dit, eh bien, ce jour-là, on avait du maïs à la crème au déjeuner. J'ai trouvé ça très cool et j'ai voulu le mettre dans la série. Bon, on a donc eu droit au maïs à la crème. Vous savez, c'était mon partenaire. Et il fallait le suivre. Je ne pouvais pas lui dire « ça va pas le faire ». Certaines personnes y ont vu une signification. Entre le style et les délires de David Lynch et la rigueur et les idées scénaristiques de Mark Frost, la série a donc repris. Elle avance, elle accumule d'autres indices, elle lance d'autres histoires. Mais elle doit maintenant se diriger inexorablement vers une réponse claire et définitive à la question qui a contribué à créer le phénomène: qui a tué Laura Palmer? En sortant Bob comme meurtrier, Frost et Lynch n'avaient révélé qu'une petite partie de la vérité. Bob est-il une création fantasmée, issue d'imaginaire de Laura et de Ronette, incapable d'assumer la réalité? Bob est-il un démon qui possède le corps des gens, comme Mike, son ennemi par exemple, qui est habité par le corps du manchot Philippe Gérard et lance des phrases comme « Le feu marche avec moi ». Devant l'insistance du public et de la chaîne ABC, le samedi 10 novembre à 22h est diffusé le 7e épisode de la seconde saison de Twin Peaks, lui aussi réalisé par David Lynch. Il est annoncé comme la révélation du meurtrier de Laura Palmer. Et cette fois, on rigole pas, la vraie révélation. Et l'épisode contient une très longue scène absolument monstrueuse, une des scènes les plus chocs jamais diffusées par la télévision de l'époque. Alors que Benjamin Horne, le propriétaire de l'hôtel du Grand Nord et père de Audrey, est arrêté et emprisonné pour le meurtre de Laura, parce que, vous savez, tout le monde pense que c'est lui, tous les personnages célèbrent le dénouement de l'enquête et sont réunis au Roadhouse pour écouter la chanteuse Julie Cruz. Au même moment, chez les Palmer, Leland Palmer ajuste sa cravate dans le miroir. Mais ce que nous voyons, nous, dans le reflet, c'est Bob. Bob habite le corps de Leland depuis visiblement très longtemps. C'est lui qui, sous l'emprise de Bob, a abusé de Ronette et de Laura, sa propre fille. Il se rue alors sur Madeleine Ferguson, la cousine et sosie de Laura, et lui fracasse le crâne. It is happening again. Au Roadhouse, le géant apparaît à Cooper et lui dit que ça a recommencé. Son double, le plus vieux gardien d'étage du monde, vient voir Cooper et lui dit « Je suis bien désolé ». Il faudra encore 2 épisodes pour que Cooper puisse déchiffrer tous les indices et pièces du puzzle, certains envoyant à son rêve depuis la saison 1. Il va finir par incarcérer Leland Palmer et on assiste à la transformation en Bob avant que ce dernier ne quitte cette enveloppe, tuant son hôte du même coup. La révélation tant attendue ne fait cependant pas la une des magazines, les mêmes qui avaient consacré leur couverture au phénomène Twin Peaks quelques mois auparavant.
À peine quelques-uns notent l'apparition de David Lynch lui-même dans le rôle de Gordon Cole, le supérieur hiérarchique de Cooper, sourd comme un pot d'ailleurs, ou la présence d'un nouvel agent qui vient aider Cooper, Denny Brisson, mais qui est devenu Denise Brisson entre-temps, incarné par un jeune acteur du nom de David Duchovny. La série cumule les problèmes. La guerre du Golfe éclate, les écrans américains sont envahis par les infos concernant le conflit, et l'heure n'est plus à un soap fantastique et policier aussi étrange que Twin Peaks. Pourtant, malgré tout ça, malgré la résolution de l'énigme Laura Palmer, la série se poursuit et lance de nouvelles intrigues. James part en road trip et tombe sous l'emprise d'un couple diabolique. Josie se révèle être celle qui a tiré sur Cooper à la fin de la saison 1. Cooper est accusé de trafic de drogue par Jean Renault, le frère du défunt Jacques. Cooper tombe amoureux de Annie Blackburn, alors qu'il était prévu qu'il ait une relation avec Audrey Horne. Mais la jalousie entre Sherilyn Fenn et Laura Flynn Boyle empêcha la trame de se concrétiser. Et surtout, l'ancien collègue devenu ennemi juré de Cooper, Wyndham Earl, s'échappe de l'hôpital psychiatrique où il était emprisonné et menace Cooper en semant des morts sur son chemin. On a aussi eu des problèmes dans les intrigues après la conclusion du mystère Laura Palmer. C'était difficile de faire mieux. On a lancé l'intrigue Wyndham Earl avec le retour du vieil ami de Cooper. Mais avec le recul, on aurait dû faire avancer cette histoire plus rapidement pour garder l'attention du public. Tout cela a contribué à la baisse des audiences à la fin de la saison 2. La saison 2 prend une direction plus métaphysique que la première. Beaucoup de personnes pensent qu'elle est encore plus bizarre et je suis assez d'accord avec eux. Mais ce qui est bien avec cette série, c'est qu'elle ne devient jamais une parodie d'elle-même. Contrairement à beaucoup d'autres séries, au bout de 2 ou 3 saisons, à force de se répéter. Twin Peaks reste fidèle à elle-même, jusqu'à la fin. Ce qui veut aussi dire qu'elle continue à énerver pas mal de monde. En effet, avec l'aide du Major Briggs, Cooper découvre l'existence de la loge noire et de la loge blanche, 2 mondes parallèles dont, visiblement, Bob s'est échappé. Et une entrée dans la Black Lodge se dissimule au cœur de la forêt de Twin Peaks. C'est cette porte qui est la cause des phénomènes étranges de toute la région. Dévoré par l'envie de détenir un tel pouvoir, Wyndham Earl veut absolument trouver cette porte d'entrée avant Cooper. Plusieurs personnages ont aussi tatoué sur eux un étrange symbole, 3 triangles, qui semble signaler que la personne a voyagé dans la Black Lodge. Mais après le 16e épisode de cette seconde saison, en février 91, la série est mise en pause, sa diffusion est arrêtée. Visiblement, l'expérience du samedi soir est un échec. Twin Peaks est placé en 85e position dans les audiences sur 89 programmes. Bref, c'est une catastrophe. J'ai fait un mauvais rêve. On était tous le samedi soir. Jeudi soir, rien de mieux qu'être chez soi. En mars 1991, c'est avec ces bandes-annonces malicieuses que ABC annonce le retour de Twin Peaks dans sa case horaire traditionnelle du jeudi soir. Bon, c'est très bien, mais c'est trop tard. Impossible de reprendre une série à suivre si on en a manqué tant d'épisodes. Donc, après 4 épisodes, la série est définitivement retirée de la grille au 20e. 2 mois plus tard, une fois la saison télé officiellement terminée, les calculs d'audience clos et le cycle de programmation d'été lancé, Twin Peaks se conclut en plein mois de juin, avec les 2 derniers épisodes qui ont été précédemment tournés, diffusés ensemble, comme s'il s'agissait d'un téléfilm de clôture. C'est David Lynch qui tourne le tout dernier épisode, la 2e heure donc, et lui et Frost font pénétrer Cooper dans la Black Lodge à la poursuite de Wyndham Earl. Il y retrouve Laura, son père Leland, Annie, le nain qui parle à l'envers, Bob, et il y trouve un double de lui-même. Dans les dernières minutes de cet épisode, Cooper semble être sorti de la Black Lodge. Une fois transporté dans sa chambre d'hôtel, il se fracasse la tête contre un miroir, mais est-ce bien le vrai Cooper qui est sorti de la Black Lodge ? Non, je pense qu'il est toujours coincé là-bas. L'idée est que son double s'est libéré. Je pense qu'on se serait bien amusé avec cette histoire. Maintenant, il y a un gentil Cooper et un méchant Cooper. C'est vraiment dommage qu'on n'ait jamais pu raconter cette histoire. Donc c'est assez bizarre. Mais je pense qu'à la fin de la saison 2, ABC considérait la série comme de l'histoire ancienne. Moi, je pensais qu'on devait nous donner une nouvelle opportunité de conclure l'histoire. C'était donc voulu de ne pas conclure à la fin de ce dernier épisode.
Avec Cooper prisonnier de la loge noire ou de la salle de bain, selon votre interprétation, j'espérais que le film Twin Peaks permettrait de faire avancer l'histoire. Mais là non plus, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai bien peur que Cooper ne reste prisonnier de cette salle de bain à tout jamais. Car en effet, Twin Peaks ne s'est pas arrêté là. Comme le dit notre invité en 1994, si la série a été considérée comme une blague colossale et unanimement rejetée à la fin de la saison 2, le mythe autour d'elle continue à se développer à travers des thèses, des magazines dont le fameux Wrapping Plastic d'une remarquable qualité. Lynch et Frost n'ont jamais cessé d'apprécier et de vouloir revenir dans cet univers. Au fil des années, des producteurs et scénaristes se sont revendiqués de Twin Peaks. X-Files met en scène 2 agents du FBI face à des phénomènes étranges. Parmi eux, le David Duchovny qui a incarné Denise dans Twin Peaks. Petit à petit, le format feuilletonnant s'impose pour des séries de plus en plus ambitieuses. Mais comme je vous le disais au début, l'impact a été long et lent à venir. Et si David Lynch n'a pas été le premier grand nom du cinéma à travailler sur une série, loin de là, sa médiatisation et son aura a entraîné dans son sillage toute une brouette de metteurs en scène qui ouvertement ont accepté de faire des séries parce que, grâce à Twin Peaks, ce n'était plus considéré comme une marque d'infamie culturelle. Diane, qu'on le veuille ou non, la série Twin Peaks est un chef-d'œuvre. Même avec sa seconde saison et ses arcs narratifs moins percutants, elle demeure la parfaite création, alliant une narration rigoureuse et dense et une mise en scène innovante et originale. Un soap-opéra langoureux, un récit policier machiavélique, une fable fantastique surnaturelle. Diane, je vais m'arrêter maintenant pour la nuit. J'ai repéré un motel accueillant et calme où je pourrais passer quelques jours. Leur tarif peut me permettre d'ailleurs d'y séjourner un petit peu plus longtemps. Il y a un diner non loin, j'ai hâte d'y aller pour tester leur tarte aux pommes caramélisée. Diane, je reprendrai la route la semaine prochaine. J'irai en France, pays qui a permis le financement du préquel de Twin Peaks. J'irai ensuite à Cannes, à la rencontre de Leland Palmer, l'hôte de Bob et le meurtrier de Laura. J'irai aussi parler avec votre ancien collègue Diane, l'agent Cooper en personne. Et puis j'irai auprès de la chaîne à péage Showtime pour disséquer le retour de l'agent Cooper 25 ans plus tard. J'aurai pour cela un guide, Guillaume Mathias, un expert en Twin Peakserie, mais version David Lynch. Diane, j'ai hâte à être la semaine prochaine. Diane, rendez-vous donc dans le prochain Previously. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.